De retour à l'émission avec notre prochain invité, Monsieur Mathieu Bocoté, sociologue essayiste. Monsieur Bocoté, bonjour. Bonjour. En fait, ma première question sur votre ouvrage La révolution racialiste et autres virus idéologiques, pourquoi il a reçu un timide accueil et pas mal critiqué au Québec, contrairement à la France? Je suis pas certain de voir les choses de la même manière que vous. Pour ce que j'en sais, le livre ici a été commenté favorablement dans l'Action nationale, dans Argument, dans le Journal de Montréal. J'ai eu l'occasion d'en parler au 98.5 hier d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de faire quelques conférences, évidemment par Zoom, la COVID étant ce qu'elle est. Ensuite, j'ai été critiqué dans la presse. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Mais pour le reste, par ailleurs, en France, il y a un espace intellectuel qui donne plus de place aux ouvrages, plus de place aux essais, plus de place à la vie intellectuelle au cœur de la cité, alors qu'au Québec, la vie intellectuelle est davantage contenue dans les milieux universitaires, un peu dans le milieu des revues aussi. Hein, c'est là que le livre a d'abord été commenté, mais les essais comme celui-là, mais comme d'autres essais, n'ont pas dans l'espace médiatique et culturel au Québec le même espace de déploiement que c'est le cas en France, tout simplement. Nos sociétés n'ont pas le même rapport à la vie intellectuelle. Une fois cela dit, pour ce que j'en sais, dans les milieux qui s'intéressent à la vie des idées au Québec et même au-delà, le livre a été commenté, et je crois commenté assez favorablement ici, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique, mais comme c'est inévitable dans le monde des idées. Parfait. Renaud Bré, qui commercialise votre ouvrage, le résume comme ceci. L'essayiste québécois, en parlant de vous, analyse ce qu'il appelle la vision diversitaire du monde, une forme de terrorisme intellectuel qui, dans les pays occidentaux, inverserait le devoir d'interrogation en faisant droit aux revendications issues des minorités ethniques. Il pointe une poussée racialiste dont la radicalité serait propice à un nouveau totalitarisme se revendiquant à la lutte contre l'intolérance. Êtes-vous d'accord avec cette présentation? C'est d'abord celle de mon éditeur. Renaud Bré reprend celle de l'éditeur. Sur le fond des choses, l'ouvrage porte sur, pas exclusivement, mais surtout sur cette espèce de faux antiracisme, finalement. Cet antiracisme qui devient la caricature de ce qu'il prétend combattre et qui réhabilite dans nos sociétés l'obsession raciale, qui réhabilite dans notre société une lecture de la société selon la couleur de la peau, qui fait par ailleurs un procès des fondements même des sociétés occidentales qui, dans leur existence même, seraient presque corrompus à l'échelle de l'histoire. Ce livre-là s'intéresse à cette espèce de dynamique idéologique qui est tombée qui nous a emportés depuis quelques mois, quelques années. Donc, ces cas de censure à répétition, cette réduction de la critique du multiculturalisme comme idéologie, par exemple, au discours haineux, cette espèce d'effritement de la nation, cette volonté justement de réduire les sociétés à une logique raciale. Et moi, ce que je cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui se joue à travers la psychologie woke, quand vous savez, ces gens qui se sentent toujours offensés de tout d'une manière ou de l'autre, qu'est-ce qui se joue à travers ces différentes revendications, ces différentes propositions, ces différentes idées, qu'est-ce qui se joue à travers ça? Je cherche à le comprendre. Donc ensuite, c'est pour ça que c'est un ouvrage de 240 pages, c'est-à-dire ça ne tient pas qu'en un paragraphe, mais je cherche à comprendre tout ça, puis je m'inquiète par ailleurs, en effet, d'une nouvelle tentation totalitaire qui se déploie lorsqu'on prétend dans nos sociétés réduire l'adversaire à la figure de l'ennemi, et l'ennemi, même plus politique, à la figure de l'ennemi de l'humanité. Hein. Quand l'adversaire devant soi, on le présente inévitablement comme un raciste, un xénophobe, enfin on lui prête toutes les phobies du monde. On l'imagine fondamentalement comme quelqu'un à abattre, hein. Pas quelqu'un avec qui débattre, mais quelqu'un à abattre politiquement et symboliquement. Je pense qu'on a, pour mille et autres raisons, je pense qu'il y a à travers ça quelque chose de très inquiétant qui se joue, et ce que je cherche à comprendre de ce livre, c'est la nature de ce mouvement et pourquoi il va si vite. Oui, mais pour essayer de comprendre, pour utiliser certains mots quand même assez forts, est-ce que c'est nécessaire pour aller chercher la raison de cette revendication de la lutte contre l'intolérance? Vous savez, moi,
le paradoxe est le suivant, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, les plus intolérants, entre guillemets, sont ceux qui prétendent lutter contre l'intolérance. C'est-à-dire, prenez par exemple, dans tous les débats qu'on a ici sur l'immigration, par exemple, sur notre capacité d'intégration. Quand on entend, par exemple, parce qu'on a déjà entendu ça, par exemple, des accusations à ceux qui veulent réduire les seuils d'immigration, par exemple, des accusations de nettoyage ethnique. On a déjà entendu ça. Quand on entend des accusations de racisme contre ceux qui critiquent le multiculturalisme, quand on dit que toute critique de ces revendications est nécessairement un discours haineux, quand on voit des conférences se faire annuler à répétition, quand on voit des campagnes de harcèlement public, quand on cherche à réduire, c'est quand même fou, pire encore, quand on cherche à présenter la société québécoise comme si elle était animée par la logique du racisme systémique, et que l'ensemble de nos institutions, de la loi 101 à la loi 21, aux institutions de l'État québécois, à l'idée même de peuple québécois, tout ça relèverait d'une manière ou de l'autre, directement ou indirectement, de la logique du racisme systémique. Quand on présente, par exemple, Montréal comme un territoire non cédé, quelle étrange idée, aucun historien qui va valider ça. Quand on présente la police de Montréal comme une force d'occupation néocoloniale sur des terres non cédées qui chercherait à persécuter les minorités, pas des dérives, là. On parle comme si ça allait de soi, comme si c'était la nature du service policier. Non, je pense qu'on est aujourd'hui devant une intolérance qui cherche à se maquiller en discours vertueux. Mais il faut nommer les choses telles qu'elles sont. L'intolérance idéologique est aussi condamnable que toutes les autres intolérances. Et je cherche à critiquer ça au nom, ça c'est un thème qui revient dans tous mes livres, de la démocratie libérale. Okay. La démocratie libérale, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée qu'au cœur de la cité, il y a inévitablement plusieurs points de vue, il y a plusieurs perspectives, elles ne sont pas appelées à se réconcilier, mais elles sont appelées à s'accepter mutuellement dans le discours public, en acceptant que dans toute société, il y a un pôle conservateur, un pôle progressiste, un pôle cosmopolite, un pôle enraciné. Bon. Mais quand on décide de réduire le parti, appelons ça des libertés, mais aussi la défense de l'identité collective, à une forme d'intolérance, comme on le voit de plus en plus, je pense que de ce point de vue, on est en train de régresser démocratiquement. Contre qui, en fait, Monsieur Bocoté mène sa lutte idéologique? Est-ce que c'est contre la gauche, les woke, ou toute personne qui milite pour une société ou qui revendique pour une société plus juste? Vous savez, monsieur, moi, je crois que je revendique une société plus juste. Non, je ne veux certainement pas lutter contre moi. Je suis ardemment convaincu de la nécessité d'une société plus juste. Ensuite, qui je critique dans ce livre-là? Moi, je suis pas en croisade. C'est un livre. Je critique dans ce livre-là ce que j'appelle la nouvelle gauche religieuse américaine, la gauche woke. Et bon, mais vous savez, d'un ouvrage à l'autre, ce que je cherche à comprendre par ailleurs, c'est comment dans nos sociétés on assiste peu à peu, mais ça c'est depuis mes premiers livres et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette idéologie qui pousse nos sociétés à confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi, qui pousse nos sociétés à confondre encore une fois le nécessaire cosmopolitisme, en élan cosmopolite, avec une espèce de multiculturalisme idéologique qui inverse le devoir d'intégration. Mais dans ce livre-là en particulier, je m'intéresse à ce qu'on appelle donc cette gauche woke, cette nouvelle gauche fanatique, mais ne me comprenez pas mal, je n'ai absolument rien contre ceux qui sont pour une société plus juste, je suis ardemment pour une société plus juste, j'en suis convaincu. Mais vous savez, le problème est le suivant, c'est que je suis bien conscient que dans d'autres, des gens qui voient pas le monde comme moi, sont aussi convaincus de lutter pour une société plus juste. J'en suis convaincu aussi. Il y a plusieurs manières d'aborder la question de la justice dans une société. Voilà pourquoi je m'intéresse beaucoup aux conditions du débat démocratique. C'est-à-dire comment faire en sorte que les gens qui ne s'entendent ni sur le constat, ni sur le diagnostic, ni sur les objectifs, ni sur les solutions, soient capables de dialoguer. Une des choses qu'on doit se rappeler là-dedans, c'est qu'on doit éviter de vouloir censurer des points de vue qui sont pas comme les nôtres. On doit éviter de vouloir les canceller, comme on dirait à la québécoise. On doit éviter de vouloir les bannir, les déplatformer, les bannir de la cité. Et ça, c'est pour ça que je suis assez critique envers cette nouvelle gauche woke qui n'accepte pas le désaccord et qui le transforme toujours en discours haineux. Ouais, mais ça reste toujours la question qui dit vrai. Mais pensez-vous que votre lutte idéologique, il ne s'agit pas plutôt d'une résistance au fait que la société québécoise, par exemple, se pluralise, c'est-à-dire il y a plus en plus de croyances, d'appartenance culturelle et d'orientation sexuelle? Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais le livre ne porte pas exclusivement sur la société québécoise. Non, j'ai compris, mais je veux dire, au-delà de votre livre. Pardon?
au-delà de votre livre, en général, votre lutte. Non, pas vraiment. Ce que je critique, moi, ce sont des idéologies. C'est-à-dire, je critique pas des personnes. Ensuite, je pense qu'il est tout à fait possible de critiquer, par exemple, la question de l'immigration que vous soulevez. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de dire que le Québec reçoit davantage d'immigrants qu'il n'est capable d'en accueillir, d'en intégrer, d'en franciser. Moi, je vois aucun problème. Il me semble que dans une société démocratique, la question des seuils d'immigration ne devrait pas être sacralisée. On peut en recevoir moins, autant, plus, selon nos capacités d'intégration. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la volonté de diaboliser ceux qui considèrent qu'ils veulent ramener ce débat légitime dans la cité. De la même manière, on peut être parfaitement ouvert aux gens qui ont à la diversité aujourd'hui, appelons ça, aux gens qui se sentent étrangers à leur identité sexuelle. Bon, évidemment. Moi, on est tous pour une société libérale, pluraliste, ouverte, qui cherche à s'ouvrir aux gens qui vivent des situations difficiles, sans pour autant vouloir abolir le masculin ou le féminin, sans pour autant considérer que le lait maternel est un lait humain, je donne cet exemple dans le livre, sans pour autant considérer que dire monsieur ou madame, c'est discriminatoire envers ceux qu'on appelle les non-binaires, sans pour autant considérer que les codes élémentaires de la politesse seraient en fait des codes transphobes. Non, bien sûr que non. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien contre que nos sociétés s'ouvrent, ou encore donner cet exemple-là. Moi, l'idée de remplacer père et mère par parent 1, parent 2, non. Nos sociétés acceptent plusieurs modes de parentalité, très bien, qu'on ajoute cela, très bien, qu'on rajoute des catégories, très bien, mais qu'on fasse sauter père et mère, bien sûr que non. Je vois pas ce qu'il y a d'inacceptable là-dedans comme critique. Donc non, c'est pas une résistance à ce que vous appelez la pluralisation de la société. C'est une critique d'idéologie qui, en dernière instance, compromette la possibilité même d'une société. Vous êtes sociologue et vous savez bien que, j'espère, que la quasi-majorité de vos pairs sociologues reconnaissent l'existence du racisme systémique et de la polarisation sociale. Vous me parlez, vous corrigez, c'est un peu inexact cette affaire-là. C'est-à-dire, c'est une idéologie assez récente, la notion de racisme systémique, qui est moins, à mon avis, qui relève moins, à mon avis, d'un travail sociologique de qualité. C'est assez bancal. Hein. Il suffit d'analyser ce concept-là, à mon avis, pour rapidement voir ses lacunes et ses faiblesses. C'est un concept davantage militant idéologique que sociologique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sociologues qui s'en emparent, mais je pense que c'est un concept qui est bien moins fondé, et il suffit d'ailleurs de sortir des petits milieux très militants de certaines sciences sociales nord-américaines pour voir que c'est un concept qui est critiqué par de très grands esprits, de très grands intellectuels aujourd'hui, de tous les camps d'ailleurs. Oui, mais je veux pas forcément citer quelques noms quand même, que c'est des grands sociologues au Québec, dont le Québec est fier. Et pensez-vous qu'ils ont tort de parler de reconnaître le racisme systémique et la polarisation sociale? C'est deux choses. La polarisation sociale, c'est une chose. Le racisme systémique, c'est pas de reconnaître ou non. C'est que c'est une théorie. C'est une théorie qui, à mon avis, est mal fondée. Il s'agit pas de reconnaître ou non le racisme systémique comme reconnaître ou non si la Terre est ronde. Le racisme systémique, ce n'est pas un fait. C'est une théorie qui cherche à décrire les relations sociales, l'organisation sociale. Et c'est une théorie qui me semble mal fondée, bancale, conceptuellement douteuse, qui décrit moins la société qu'elle ne la fantasme à la manière d'un immense système de persécution visible et invisible. La théorie du racisme systémique décrit en fait, ne correspond pas à la réalité des choses. Donc c'est une théorie qu'on doit traiter comme telle. C'est une idéologie maquillée en théorie d'ailleurs et qu'on doit, à mon avis, congédier. En dernière instance, vous savez, vous le savez très certainement, c'est par exemple au nom de cette théorie-là, on fait le procès, par exemple, on va nous expliquer que la loi 21, c'est du racisme systémique. Que la loi 101, le Conseil interculturel de Montréal nous a expliqué que, à demi-mot et pas seulement à demi-mot, que pour lutter contre le racisme systémique, il fallait remettre en question le statut du français, la place du français dans les services municipaux. Il faudrait multiplier les langues disponibles dans les services municipaux pour lutter contre le racisme systémique. Donc, dans les faits, laisser de côté le principe même de la loi 101. La théorie du racisme systémique nous explique que ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, ce sont avec Vérouchka Lieutenant-Duval, quand on dit, par exemple, rappelle le titre Nègre blanc d'Amérique, qui est un titre, il n'y a pas de mal à prononcer un titre, ça peut être perçu comme du racisme systémique. Pourquoi? Parce que dans la théorie du racisme systémique, on nous explique que elle est faite notamment elle est repérée par des milliers de micro-agressions, et c'est les minorités, entre guillemets, ou ceux du moins qui prétendent parler pour elles, qui décident ce qu'est une micro-agression, qui serait des signes d'un racisme systémique pesant sur les minorités. Non, je pense que c'est un très mauvais concept qu'il nous faut congédier pour reprendre nos esprits et analyser la société avec de meilleurs outils conceptuels. Très brièvement, Monsieur Bocoté, s'il vous plaît, parce qu'on manque de temps. Quelle est la solution
selon vous, pour réduire ou limiter cette tension sociale? Est-ce que c'est le statu quo? Dans le sens, cette génération émergente d'activistes cesse ses revendications que l'homme blanc, le masculin, catholique, hétérosexuel, francophone de souche, maintient le pouvoir décisionnel pour les autres groupes différents. Je crois que votre question, en fait, est un éditorial. Votre question est très militante. Je ne pense pas que le Québec est dominé par l'homme blanc hétérosexuel catholique francophone de souche tel que vous le présentez. Premièrement, le Québec est encadré dans un système politique qui s'appelle le fédéralisme canadien, qui limite sa souveraineté, auquel vous êtes favorable, si je ne me trompe pas, le fédéralisme canadien. C'est un régime qui considère que le Québec n'est pas digne d'avoir le peuple québécois n'est pas digne d'avoir son propre pays. Ça, c'est ce qui domine au Québec. C'est étrange quand même, vous savez, le fédéralisme canadien. Ça considère, par exemple, que, je sais pas moi, les Irlandais, les Danois, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens sont dignes d'avoir leur propre pays, mais pas les Québécois, qui eux devraient être une minorité à jamais dans un ensemble où ils sont condamnés à une forme de marginalisation démographique, linguistique et politique. Faut bien le voir. On le voit dans le débat sur la loi 96 aujourd'hui. Donc, je pense que votre description de la société me semble inexacte. Ensuite, moi, les revendications sociales, je les entends de tous les groupes d'une manière ou d'autre, mais je ne veux pas cliver la société comme vous la clivez sur le mode l'homme blanc hétérosexuel catholique blanc et de l'autre côté les minorités. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne une société. Je veux dire, moi, il y a le Québec, c'est une société à part entière, c'est une société à prétention universaliste, c'est une société qui a vécu une expérience historique très singulière. Donc je n'aperçois pas la société à travers des catégories que vous nous proposez, mais je tiens à rappeler que ce qui domine au Québec en dernière instance, permettez-moi de le rappeler, c'est un système politique, le fédéralisme canadien, qui condamne peu à peu le peuple québécois à perdre sa langue, perdre sa culture et à devenir une minorité parmi d'autres dans ce qu'on appelle le multiculturalisme canadien, comme si nous n'étions pas un peuple fondateur, une nation à part entière, digne d'avoir son propre pays. Or, comme je vous le dis, à mon avis, moi je crois au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est vrai du peuple, je donne mes exemples, mais c'est vrai des peuples baltes, c'est vrai du peuple marocain, c'est vrai du peuple algérien, c'est vrai du peuple, et là, vous voyez les exemples. Merci beaucoup. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique. Plusieurs langues, une seule radio. Radio Centre-Ville, votre radio communautaire et multilingue à Montréal, 102,3 FM.